Contre le racisme et l'antisémitisme, vaste rassemblement de toutes les sensibilités religieuses et politiques, manifestation à Paris et dans plusieurs villes de province en mémoire d'Ilan Halimi, l'Union sacrée des politiques. Le Front National indésirable s'est fait discret. Philippe de Villiers a été expulsé du cortège. Une mobilisation sur tous les fronts pour lutter contre l'épidémie de chikungunya. Dominique de Villepin à La Réunion annonce un plan de bataille et des aides exceptionnelles. Le mariage annoncé de Gaz de France qui pourrait absorber le groupe Suez pour constituer un des premiers leaders mondiaux de l'énergie. Une fusion qui inquiète les syndicats et irrite l'Italie qui n'a pu mener à bien son EPA. Les Jeux Olympiques de Turin s'achèvent avec la cérémonie de clôture ce soir en direct sur notre chaîne. 15 jours de compétition, d'épreuves, un pari réussi pour la France. 9 médailles dont 3 en or, c'est un peu moins qu'espéré. Et puis l'incomparable talent de Serge Gainsbourg, un artiste irremplaçable qui est mort il y a 15 ans. Un personnage hors norme, il y avait Gainsbourg et Gainsbar, le provocateur, homme à scandale quand il le décidait. Un art dans lequel il a excellé sans jamais être dépassé. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toute une France solidaire qui s'est retrouvée unie malgré le froid en mémoire d'Ilan Halimi, de tous âges, de toute confession. Une marche contre le racisme et l'antisémitisme, contre toutes les formes d'intolérance. Une manifestation œcuménique pour dénoncer la barbarie. Une marche dans le calme avec une émotion plus soutenue lorsque le cortège est passé devant la boutique où travaillait le jeune Ilan. Philippe Visserias sur place et Frédéric Ban. Ils ont voulu faire de cette manifestation la réponse de la rue à la barbarie. Associations juives et associations antiracistes, main dans la main, en tête de cortège. Cette manifestation est une manifestation qui vise non pas la communauté juive, parce que chaque citoyen doit se sentir concerné lorsque quelqu'un est frappé et tué en raison de son origine. Dans la foule, une majorité de familles issues de la communauté juive de France. Et on est contre la barbarie dans un pays des droits de l'homme. Et j'aurais manifesté de la même façon si ça avait été un beurre, un Français. À côté des anonymes, des personnalités peu habituées à descendre dans la rue, comme le cardinal Lustiger. Les crimes de ce genre ne doivent pas se banaliser. C'est vraiment pour l'honneur de la France que je suis là. Quand on tue quelqu'un parce qu'on veut obtenir de lui de l'argent, et on pense que l'argent c'est les juifs, il faut exprimer notre colère. La famille d'Ilan Halimi n'a pas voulu se joindre au cortège, mais elle s'est déclarée solidaire de cette manifestation. Moment d'intense émotion devant la boutique où travaillait Ilan. Prière, recueillement, puis la colère reprend le dessus. Que la justice soit efficace, rapide surtout, qu'on ne reporte pas l'affaire dans 2 ans. Ils étaient 30 000 selon la police, 200 000 selon les organisateurs. Une manifestation sans incident, par respect pour la mémoire d'Ilan Halimi. Et l'Union sacrée des politiques qui se sont retrouvés côte à côte, quelle que soit leur sensibilité, avec un langage commun, la volonté de vivre ensemble, de défendre les couleurs de la République en refusant l'antisémitisme. Le Front National, qui était indésirable, n'a pas envoyé ses ténors, mais plusieurs élus fondus dans le cortège étaient bien présents à la manifestation. Quant à Philippe de Villiers, il a été expulsé du défilé. Michael Darmon, Vincent Ferreira, Alexandre Cara. Souvent, les problèmes surviennent au moment de la dispersion et en fin de cortège. Cette fois, c'est dès le début. Un comité d'accueil attend Philippe de Villiers. Vous n'êtes pas invité ici. De Villiers, raciste. Il n'a rien à faire ici. La bousculade va durer une vingtaine de minutes. Finalement, Philippe de Villiers quitte le carré de tête. Monsieur de Villiers n'a jamais eu de propos antisémites et pour nous, il a parfaitement le droit de manifester et je trouve que c'est dommageable qu'on l'ait écarté. Bonjour, Monsieur le Président. Contre l'antisémitisme, le racisme et autour de la mémoire d'Ilan Halimi, les responsables politiques ont voulu abattre les barrières et unir les discours. C'est certes un mouvement contre la tentation de l'antisémitisme, mais c'est aussi un mouvement, une protestation, je le crois, contre tout racisme. Il y a un endroit où aujourd'hui on ne doit pas faire de politique. C'est ici. Je suis préoccupé. Pourquoi? Parce que ces actes de violence, je sais comment ça peut dégénérer. Moi j'ai connu cela dans ma jeunesse et par conséquent je sais après ce qui s'est passé. Tandis que sous l'œil des caméras, ministres et députés prennent place, de l'autre côté du cortège, un élu défile plus discrètement. Jean-Richard Sulzer appartient au Front National.
Nous ne sommes pas là en anonyme, nous sommes simplement là parce que nous n'avons pas pu passer la barrière des VIP. Vous êtes un élu du Front National? Oui. Quelle est votre fonction? Je suis secrétaire général du groupe Front National d'Île-de-France. L'arrivée de Nicolas Sarkozy donne un peu plus de travail aux services d'ordre. Ce crime barbare, j'espère qu'il sera durement puni par la justice, puisque grâce à l'action de la police, l'ensemble des coupables présumés sont aujourd'hui arrêtés. Puis Nicolas Sarkozy défile en parlant avec Lionel Jospin dans un moment de trêve avant la reprise du combat politique. Et dès ce matin à Sainte-Geneviève-des-Bois, quelques centaines de personnes se sont retrouvées autour du site où a été découvert près de la gare agonisant Ilan Halimi. 300 personnes parmi lesquelles des élus locaux et des membres de la communauté juive qui ont déposé des fleurs et planté un érable parce que Ilan en hébreu signifie arbre. En province, plusieurs cortèges en mémoire d'Ilan se sont formés comme à Bordeaux, où 2 à 3 000 personnes ont défilé en silence. Un parcours de la plage Jean Moulin, proche de la cathédrale, jusqu'à la synagogue de Bordeaux. Là aussi, toutes les confessions étaient représentées, comme à Lille, où des élus de droite comme de gauche se sont joints en rassemblement. De même qu'à Nice, 1 millier de personnes dans les rues ce matin avec les représentants des grands cultes. À Marseille aussi, à Lyon, avec le cardinal de Lyon, Monseigneur Barbarin et le grand rabbin, et à Orléans. Ceci nous amène à l'enquête sur le gang de Bagneux. Chaque jour, on en sait davantage sur les activités, la répartition de ce réseau qui était entré en fait en action dès 2001, menaçant des médecins parisiens et des personnalités comme le PDG d'Arte ou l'ancien patron de MSF. À ce jour, 17 personnes sont mises en examen, mais la traque n'est pas terminée. Quant à Youssouf Fofana, il continue à être interrogé en Côte d'Ivoire. Anouk Burel, Frédéric Guiraud. Aujourd'hui, comme depuis 4 jours, Youssouf Fofana est sorti dans la cour du commissariat d'Abidjan, le visage caché sous une couverture. Les auditions seraient difficiles, le jeune homme très agité, peu coopératif, et c'est pourtant autour de lui que se serait construit le gang des barbares. Dans ce gang, chacun semblait avoir son rôle. D'abord, les cadres du réseau. Parmi eux, un jeune homme surnommé Moko, il aurait participé à l'élaboration du scénario de l'enlèvement. 3 filles, 3 rabatteuses, 2 blondes, dont Audrey, ici sur la photo, qui s'est rendue d'elle-même à la police. Une brune, plutôt jolie, d'origine iranienne, aurait attiré Ilan dans le piège tendu par le gang. Une douzaine de geôliers et autres petites mains ont été interpellés, Jérôme notamment. Il aurait été chargé de nourrir la victime, il a 25 ans. Dans ce groupe, il y a aussi le gardien de l'immeuble où Ilan a été séquestré. Enfin, le gang compte aussi les hommes de main de Fofana, ses lieutenants présumés. Les enquêteurs sont toujours à leur recherche. À ce jour, 17 personnes ont été mises en examen. Tous se seraient rencontrés à Bagneux, au bas de Sétour, des copains de quartier de toutes origines qui ont pour la plupart une vingtaine d'années. À Abidjan, les auditions de Youssouf Fofana laissent des questions en suspens. Qui a tué Ilan? C'est pas moi, répond l'intéressé. À Paris, certains de ses présumés complices l'accusent, pourtant. Autre question, est-ce un crime antisémite? Youssouf Fofana le nie, mais la juge d'instruction a retenu cette circonstance aggravante dans le dossier. Youssouf Fofana devrait rentrer en France dans quelques jours ou quelques semaines. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Ces derniers jours, il aurait indiqué aux enquêteurs n'avoir ni remords ni regrets. À la mesure de la gravité de l'épidémie, Dominique de Villepin à La Réunion promet la mobilisation sur tous les fronts pour rattraper le retard et faire face aux ravages du chikungunya. Le Premier ministre a annoncé des aides exceptionnelles à destination de la recherche, de la santé et des entreprises et un dispositif sanitaire très renforcé, un message qu'attendaient les habitants et les médecins de l'île où 1/5 de la population est touchée. Jacques Cardoz, Guillaume Fautra. Il est venu répondre à une crise sanitaire, mais c'est sous les acclamations qu'il a été accueilli à Saint-Denis de la Réunion. Dominique de Villepin, accompagné des ministres de l'Outre-mer et de la Santé, était très attendu sur ses propositions, tant l'inquiétude est grande. 1 Réunionnais sur 6 est atteint de la maladie. Assez de mensonges! Au boulot! Au boulot! Qui nous donne des solutions pour enrayer cette maladie qui fait peur à tout le monde, quoi. 20 000 cas par semaine, ça fait flipper, quoi. Le Premier ministre reconnaît que la victoire contre le paludisme il y a 30 ans, ici même, a fait baisser la vigilance en matière de démoustication. Il promet d'y remédier et annonce une série de mesures chiffrées à 22 millions d'euros. La détermination du gouvernement est totale. L'action de l'État s'organise sur tous les fronts pour faire face aux exigences. La lutte contre le moustique, la protection des populations, la prise en charge des malades,
la recherche sur le virus. Monsieur De Villepin, Tous les malades pourront se faire rembourser à 100% les médicaments antidouleurs. Médecins et infirmiers venus de métropole devraient renforcer le dispositif actuel. 300 000 doses de produits seront distribuées aux plus fragiles. Des crédits pour la démoustication ont été débloqués. 40 brigades comme celle-ci travailleront sans relâche. Enfin, le chef du gouvernement promet le financement des programmes de recherche, notamment sur la question de la transmission de la mère à l'enfant. Pour surmonter cette crise sanitaire, le Premier ministre a donc révélé une série de mesures aujourd'hui. Demain, il achèvera sa visite en fin de matinée, après avoir rencontré les acteurs socio-économiques de l'île. La grippe aviaire s'installe dans le département de l'Ain. Le ministre de l'Agriculture annonce ce soir que 15 cygnes retrouvés morts sont bien porteurs du virus H5N1 qui a décimé un premier élevage dans la région. De nouvelles mesures de protection ont été annoncées par le préfet. Les étangs de la Dombe sont désormais interdits d'accès alors que d'autres oiseaux sauvages sont suspectés. Thierry Curtet, Marc de Lagenhagen. Elle habite Saint-André-le-Bouchou, un village niché au cœur de la Dombe. Gabriel voulait faire goûter à ses amis de passage la beauté des étangs, la douceur des lumières d'hiver, le chant des oiseaux sauvages. Il faut venir au printemps quand les étangs sont fleuris et qu'ils sont tout blancs. Et là, c'est magnifique aussi. Voilà. Et donc, on ne s'en lasse pas et malgré la grippe aviaire, eh bien, on a quand même envie de venir. Mais ses amis n'auront qu'un petit aperçu, une promenade depuis la route. Car depuis 4 jours, les services vétérinaires constatent une forte augmentation de décès d'oiseaux suspects, une cinquantaine au moins. Pour 15 cygnes sauvages, le diagnostic tombé en fin d'après-midi, c'est bien le virus tant redouté qui les a tués. Du coup, un arrêté préfectoral tente de limiter les dégâts. Le stationnement à côté des étangs est interdit. Toute présence humaine est interdite. Promenade près des étangs est interdit. Ouais. Et donc actuellement, là, on vient de voir qu'il y a 3 jeunes qui pêchent. Donc on vient leur demander de plier le matériel de camping et aussi les cannes de pêche, puisque cet arrêté prévoit aussi que la pêche est interdite. En fait, toute activité humaine à moins de 100 mètres d'un étang est proscrite pour éviter que des chaussures ou des roues ne transportent le virus. 70 communes sont concernées. Le préfet en appelle au civisme de chacun pour tenter de stopper, ou plutôt de freiner, la propagation du virus. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Daniel Clerc, dont l'élevage de daines touché par le virus a été abattu, placé à l'isolement chez lui, dans un périmètre de sécurité. Il revient sur ces jours difficiles qu'il vient de traverser. On l'écoute. On refait un petit peu surface, c'est encore loin d'être merveilleux, mais bon, le choc psychologique n'est encore pas passé complètement et il va durer un moment. Bon, on a retrouvé quand même toute la famille, donc notre fille est rentrée hier soir. Donc ça renforce un peu le mental aussi, quoi. Mais enfin, on est toujours sous l'effet de choc. Hein. On a un suivi journalier par docteur épidémiologique. On a donc le SAMU à disposition si on veut. Bon, pour l'instant, donc, on a le traitement et on est en relation tous les jours avec le docteur épidémiologique. Ben, c'est sûr qu'en tant que premier éleveur au niveau européen à prendre ce virus dans un élevage comme ça fait mal. Hein. On se sent tout petit. Hein. Avec la confirmation de la grippe aviaire dans une exploitation agricole et la découverte d'oiseaux sauvages contaminés, chacun d'entre nous s'apprête donc à vivre avec cette menace qui, rappelons-le, ne touche que les volatiles. Et quel meilleur moyen de se protéger que de s'informer en laissant toute psychose de côté. La grippe aviaire, mode d'emploi, José Blanc-Lapierre, Marie Cazot. Est-ce que je peux manger de la volaille? Oui, car la cuisson détruit le virus. En revanche, lors des manipulations dans la cuisine, évitez le contact d'une volaille avec des aliments qui vont être mangés crus. Par précaution, bien se laver les mains, nettoyer les surfaces utilisées. Est-ce que je peux manger des œufs? Oui, à condition de les acheter dans le commerce. Ce circuit respecte un délai de 4 jours avant de mettre les œufs sur le marché, ce qui garantit que les pondeuses ne sont pas malades. Quant au foie de canard, il faut le manger cuit, car les volatiles peuvent être porteurs sains. Est-ce qu'il y a un risque de contamination pour mon chien? En règle générale, les animaux de compagnie ne sont pas atteints par le virus. Pour le chien, c'est sûr. Pour le chat, la contamination est possible. Elle a été démontrée de façon expérimentale, mais jamais dans des conditions naturelles.
Parmi les félins, seuls des tigres en Thaïlande se sont transmis la maladie. Qu'est-ce que je dois faire si je trouve un oiseau mort? Les oiseaux d'eau sont les premiers concernés. Ne pas y toucher, prévenir les services vétérinaires départementaux. Par précaution, il n'est pas recommandé de toucher un quelconque volatile mort, comme les pigeons, qui sont des oiseaux poubelles. Est-ce qu'on peut continuer à nourrir les oiseaux? Aujourd'hui, il est interdit de nourrir les migrateurs, comme les cygnes et les canards, pour ne pas les attirer. Petit rappel, nourrir moineaux et pigeons en ville est interdit depuis longtemps. Quant aux oiseaux en cage, il est préférable de les garder chez soi. Le grand dossier économique de cette semaine qui s'ouvre, c'est le mariage annoncé de Gaz de France qui pourrait absorber le groupe Suez pour constituer un géant mondial de l'énergie. Ce soir, les conseils d'administration des deux groupes sont réunis pour mettre au point les dernières modalités. Une fusion qui inquiète les syndicats et fait grincer des dents l'Italie. Vincent Fourcade, Sylvain Doba. Gaz de France et Suez, la rencontre de deux poids lourds de l'énergie, deux groupes aux activités très complémentaires. GDF produit et distribue du gaz, Suez de l'électricité grâce à ses centrales nucléaires et hydrauliques. Leur union donnerait naissance à un géant mondial de l'énergie, près de 200 000 salariés, un poids en bourse de 70 milliards d'euros, un futur numéro 2 européen, juste derrière EDF. Ce serait à la fois un champion multi-énergie au niveau européen, présent sur plusieurs marchés, ce serait un champion multi-énergie intégré de l'amont à l'aval, ce serait en plus un champion à base française. Mais avant de fusionner avec Suez, GDF va devoir se transformer. L'État possède aujourd'hui 80,2% du capital de GDF et la loi lui interdit de descendre sous la barre des 70%. Mais comme GDF est 2 fois plus petit que Suez, la part de l'État devrait mécaniquement chuter. Pour les syndicats, c'est une privatisation qui ne dit pas son nom. On a un gouvernement qui finalement subit la loi du marché. Au lieu d'être dynamique, il subit la loi du marché. Le patriotisme économique du Premier ministre, c'est en fait être soumis au marché. Fusionner Suez et GDF, c'est également un bon moyen pour le gouvernement de barrer la route à la concurrence. Car l'électricien italien ne cachait plus son intention de lancer une OPA sur Suez. Enel a donc été pris de court, mais officiellement, rien ne relie les deux dossiers. Je peux comprendre que certains soient tentés de faire le lien, mais enfin, je rappelle qu'il n'y a jamais eu de proposition effective d'OPA, d'annonce effective d'OPA. Il y avait effectivement des rumeurs. Fureur de l'autre côté des Alpes où l'on fustige ce patriotisme économique français. Car les opérations étrangères sur des groupes français ne cessent de baisser, alors que les entreprises françaises, elles, multiplient les acquisitions dans le reste du monde. L'excellence française ou la réussite hors pair du TGV, tout a commencé il y a 25 ans avec ce premier record de vitesse, 380 km/h sur les rails, une performance de notre industrie et une révolution dans les moyens de transport en un quart de siècle, 1 milliard de passagers, un succès tricolore qui s'exporte. Séverine Lebrun. À première vue, un TGV comme un autre, c'est pourtant un monument historique. 380 km/h, son record établi il y a 25 ans, jour pour jour. Il avait alors les couleurs à la mode de l'époque et à son bord, des équipes fébriles. Chef d'essai à cabine de conduite. Car l'enjeu est d'importance. 6 mois plus tard, le train à grande vitesse transportera ses premiers passagers. Il doit faire ses preuves. On atteint 380 km/h sur la rame. Pari réussi, le directeur des essais peut être satisfait. Nous le retrouvons, la barbe en moins, mais toujours aussi fier. Le premier jour de la circulation du TGV sur la ligne nouvelle, on a fait plus de kilomètres au-delà de 250 à l'heure que jamais on avait fait dans toutes les campagnes d'essai. Challenge important. Les premiers trajets Paris-Lyon, 2h40, les Français n'en reviennent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très beau, c'est très bien. Oui. Ça change quelque chose pour la région? Oh là là là, du tout au tout là. Depuis, le TGV a fait du chemin, 1500 km de lignes nouvelles, 600 circulations quotidiennes et plus d'1 milliard de passagers transportés. Pour la SNCF, ce n'est encore qu'un début. L'avenir du TGV, c'est quand même l'Europe, puisqu'il y a des lignes à grande vitesse qui sont construites dans les autres pays. Toutes ces lignes vont être reliées entre elles et un jour ou l'autre, on arrivera à faire certainement des parcours comme Amsterdam, Barcelone, Madrid. Mais dans l'avenir, il faudra aussi compter avec la concurrence étrangère. L'Allemagne et le Japon ont eux aussi leur train à grande vitesse.
Le salon de l'agriculture qui a ouvert ses portes hier, une vitrine sur le monde agricole et ses difficultés aussi, celles des producteurs de laine notamment qui souffrent d'une certaine désaffection. C'est vrai que les vêtements sont bien souvent fabriqués avec des fibres moins chères. On regardera alors différemment ces 400 moutons présentés au salon. Laurence de Cherf, Frédéric Faure. Doux comme un agneau, c'est sans doute comme ça que les enfants l'aiment, en peluche comme en vrai. Au salon de l'agriculture, quand on découvre les 33 races exposées, on s'attarde sur leur toison de laine. Mais il en est une plus réputée que les autres, qu'on rencontre en hiver dans les plaines de Crau. Ce sont les mérinos. Très résistantes, toutes ces brebis transhument dans les Alpes durant l'été. Il est arrivé sous Napoléon, quand on a voulu développer l'élevage du mouton, et développer la production de laine, et on a fait des croisements avec les races locales. Une laine fine et performante qu'il faut tondre chaque année. 2 kilos de laine par mouton qui ne rapporte plus à l'éleveur. La tonte lui coûte plus cher que les 90 centimes d'euros qui lui reviennent par kilo de laine vendue. En France, on a surtout sélectionné le mouton pour la filière viande, au détriment de la laine. En Nouvelle-Zélande, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la laine ne représente plus que 2% dans le textile mondial. Pourtant, comme se souvient cet ancien éleveur, autrefois, c'était un peu leur bas de laine. Les nouvelles fibres qui sont arrivées. Et avec ça, c'est fini. Il n'y a plus de possibilités, on emploie très peu de laine, on ne la tisse même plus en France, et on n'arrive bien entendu plus à se défarmer. Seule consolation, une petite niche nouvelle, l'isolation. Mais les différents traitements et lavages, qui coûtent cher, en font un produit de luxe. Beaucoup de gens reviennent vers les produits naturels et en plus, ils sont performants au niveau thermique, mais encore plus au niveau de l'isolation acoustique. Sur les 14 000 tonnes de laine produites chaque année en France, plus de la moitié part au Japon pour fabriquer les futons. Les Jeux Olympiques de Turin s'achèvent ce soir avec la cérémonie de clôture retransmise en direct sur notre chaîne après ce journal. 15 jours de compétition et voici évidemment l'heure des comptes. 9 médailles pour la France, dont 3 en or. C'est un peu moins qu'espéré. Florent Gautreau, Régis Mété. Quand Turin s'est embrasé le 10 février, ils étaient encore 2500 à rêver, 2500 athlètes et 89 Français à avoir le feu sacré. Mais beaucoup ont déchanté, la preuve par 9 médaillés français, 2 de moins qu'à Salt Lake City. Les outsiders ont brillé, des routes, des favoris. Ou comment Sandra Laoura, Rodi d'Aragon et Paul-Henri Delerue ont profité des Jeux pour se faire un nom, inspiré par un géant venu de Morillon. Antoine Deneria, gravement blessé il y a un an, champion olympique de descente. 8 jours plus tard, Joël Chenal dédie l'argent du géant à Severino Botero, l'entraîneur disparu. Une super journée, même si j'avais l'impression que c'était déjà écrit ce scénario parce que j'espérais tellement. Le biathlon en plein dans le mille, presque la moitié des médailles françaises et pas forcément celles qu'on avait pronostiquées. On attendait Poiré et on a vu Defrane, on annonçait Bailly et on a eu Bavrel. 2 titres olympiques en individuel, 2 médailles de bronze en relais. Le biathlon français et ses 150 licenciés a brillé. C'est bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça dit alors? Il y a un doute. Le doute, la peur de mal faire ou le manque de moyens, autant de questions pour des échecs à répétition. À 9 reprises, la France a pris la pire des places, la 4e. Une seule médaille en snowboard, aucune en patinage. Le ski alpin féminin traumatisé par la terrible chute de Carole Montillet a raté tous ses rendez-vous. Il va vraiment falloir que je progresse là-dessus parce que les courses d'un jour, pour l'instant, c'est pas trop mon truc. Course d'un jour, perquisition de nuit, 10 fondeurs et biathlètes autrichiens contrôlés. Les tests sont négatifs, mais l'enquête se poursuit. Un contexte difficile qui n'empêche pas l'Autriche de battre son record. 23 médailles, 2 stars, Benjamin Reich et Michaela Dorfmeister, 2 titres chacun. L'Allemand Michael Greis a fait encore mieux, 3 médailles d'or en biathlon. Le Norvégien Omot, lui, a remporté une 8e médaille olympique. On se souviendra aussi des 2 frères Choc dans une finale 100% suisse et d'une princesse japonaise, Shizuka Arakawa, sur la glace de Turin.
c'est la fin d'une histoire épique et olympique. Les Seigneurs des Anneaux ont éteint la lumière. Rendez-vous dans 4 ans à Vancouver. La cérémonie des Césars avec d'abord l'humour et le talent de Valérie Lemercier en maître de cérémonie. Grand favori de Battre mon cœur s'est arrêté à remporter 8 Césars. Et puis Nathalie Baye est sacrée meilleure actrice pour son rôle de flic dans Le Petit Lieutenant. Merci. Une fête du cinéma où se sont invités les intermittents du spectacle. L'incomparable talent de Serge Gainsbourg, un artiste irremplaçable qui est mort il y a déjà 15 ans, un personnage hors norme. Il y avait Gainsbourg et il y avait Gainsbar le provocateur, un homme à scandale quand il le décidait, un art dans lequel il a excellé sans jamais être dépassé. Olivier Lenuzza, Dominique Bonnet. Je suis taxé à 74%. À l'image de ce billet de 500 francs, je vais vous dire ce qui me reste. Il brûla sa vie à coups de scandale. C'est bien, ça c'est illégal ce que je veux faire. C'est illégal, oui. C'est illégal, mais je vais le faire. Serge Gainsbourg fit de son existence une œuvre et de la provocation un art. Voilà. Je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 74%. L'argent, le sexe, le sou. 68, Je t'aime moi non plus. Cette chanson, mise à l'index par le Vatican, est interdite dans nombre de pays. L'amour accompagné de petites gâteries, les sucettes, friandises érotiques. C'est même vous l'usine à sucettes. Au gingembre. Baise-main à Whitney Houston, un sacré French lover. I said I want to fuck her. Oui, alors, je vais vous traduire. Non. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Sur la photo, Serge Gainsbourg et Franck Maubert. Un ami qui se souvient des folies du grand Serge, même loin des caméras. Il pouvait débarquer dans le commissariat de Saint-Sulpice, à côté d'ici, où il arrivait avec une caisse de champagne, et puis s'essayer avec les flics pour discuter. Il se jouait des conventions du protocole. Oui. Arborait illégalement la Légion d'honneur. Non, en fait, je suis officier des arts et lettres. Mais je préfère le rouge. Rouge, couleur du béret, couleur colère des parachutistes, qui empêche en 1979 l'artiste d'interpréter sur scène sa version de la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, jour de gloire. Privé de concert, Serge Gainsbourg s'offre une tribune. Je suis un insoumis. Et entonne l'hymne national. Et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Allons enfants de la patrie. Il tape du poing sur la table, ses détracteurs jouent d'un autre point. Disons que c'est le post-scriptum de Strasbourg. Le courage, c'est de vaincre sa peur. Le poète s'était inventé un double pour voiler sa pudeur. Jekyll Gainsbourg. Voilà mon petit Gainsbar. Et Hyde. Et moi Gainsbourg. Gainsbar. Le premier était un con, Gainsbar. Et je t'emmerde. À l'occasion du début des collections automne-hiver 2007, nous avons choisi de nous intéresser à la griffe italienne Bottega Veneta, dont la réussite est fulgurante. Un chiffre d'affaires qui explose, plus 60% l'an dernier. Pourtant, pas de signe ostentatoire, si ce n'est celui d'un artisanat unique au monde. Estelle Collin, Olivier Robert. Vêtements coupés près du corps, cuir aussi léger que des chemises. Bottega Veneta cultive sa singularité dans un univers du luxe que souvent le marketing muselle. Un credo, nos logos. Le produit n'a pas besoin d'un logo parce que la signature du produit, c'est son make. C'est donc la manière dans laquelle le produit est fait. Ça, c'est l'artisanat qu'il y a derrière les produits. Ça, c'est la signature. Car Bottega Veneta a un secret, celui d'un artisanat unique au monde. 500 exemplaires du fameux cabas par an, seulement. Pas de quoi inonder le marché, mais bel et bien cultiver la rareté, comme quoi financiers et créateurs savent parfaitement cohabiter. Elle correspond, je crois, aux nouvelles aspirations dans le domaine du luxe, notamment en termes de rareté. On ne retrouve pas ces sacs partout dans le monde. Bottega a lancé ce concept de série limitée dans le très très haut de gamme. Et je crois que c'est vraiment ce que les clients attendent aujourd'hui en termes de produits, de qualité de produits.
intuition que confirme l'évolution du chiffre d'affaires, plus 60% en un an. Orfèvre du cuir, moins connu du grand public que Gucci ou Saint-Laurent par exemple, cette griffe est pourtant considérée par les initiés comme le Hermès italien depuis 5 ans, date d'arrivée de Thomas Meyer, son designer. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, direction Turin pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques avec Daniel Bilalian. Excellente fin de soirée sur France 2.